Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la rupture de contrat. On va commencer par le licenciement simple, ensuite l'inaptitude du salarié, la rupture conventionnelle, la démission et le CDD, et on va terminer par le licenciement pour faute. Qu'est-ce qu'on entend par licenciement simple? C'est lorsque le contrat qui lie l'employeur et son salarié est devenu caduc parce qu'il n'y a plus du côté de l'employeur le consentement éclairé. Parce que peut-être il y a des évolutions, des mésententes entre les deux, peu importe. C'est un licenciement simple parce qu'il ne rentre pas dans le cadre des autres licenciements. C'est un licenciement sur lequel il faut être prudent. Et si le salarié va au prud'homme, il peut obtenir une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc le licenciement simple, en fait, c'est quand il y a un désaccord et que le chef d'entreprise et le salarié ne peuvent plus travailler ensemble, quelque raison que ce soit. Alors il y a une procédure à suivre. La procédure à suivre, déjà, on doit convoquer le salarié à un entretien préalable. La lettre de convocation doit être envoyée au salarié 5 jours ouvrés avant la date de l'entretien, en courrier recommandé, ou alors par une lettre remise en main propre contre décharge, c'est-à-dire la lettre est imprimée en double, on remet une lettre au salarié et sur l'exemplaire que garde l'employeur, le salarié a bien noté reçu en main propre le et il signe. Le contenu de la lettre. La lettre doit préciser, bien évidemment, la date et l'heure de la convocation du salarié. Alors, c'est pas à partir de, c'est pas à partir de 14 heures dans le sens où on ne sait pas combien de temps va durer l'entrevue. Ben oui, si le salarié a envie de se présenter à 16 heures, il va dire ben oui, à partir de 14 heures. Moi, je vais à 16 heures, c'est à partir de 14 heures. Donc, on dit à 14 heures. On va lui indiquer les raisons pour lesquelles il est convoqué, c'est qu'on va rappeler les faits. Vous avez fait telle chose, nous vous avons plusieurs fois dit que, voilà, malgré nos relances, on explique ce qui ne va pas. On explique donc qu'il va y avoir l'entretien et que l'issue de l'entretien pourrait être le licenciement. Sans accord mutuel, nous serons obligés d'envisager le licenciement. Il faut qu'il y ait à un moment donné, ce soit marqué sur la lettre. Il faut faire très attention au contenu de la convocation. C'est bien si on plante le décor en indiquant les faits qui sont reprochés aux salariés. Comme ça, dans toute la procédure, on pourra éviter le licenciement sans cause réelle et sérieuse. On indique aussi au salarié qu'il a la possibilité de se faire assister. On va lui indiquer qu'il peut se faire assister, on va lui indiquer à quel endroit il peut se renseigner pour se faire assister. Donc il peut se faire assister par un membre du CLSH, un délégué du personnel selon l'effectif dans l'entreprise, ou alors un salarié habilité. Les salariés habilités, ce sont des salariés spécifiques qui suivent des formations, qui sont habilités à conseiller sur un point de vue juridique les autres salariés. Et on trouve leur liste soit à l'inspection du travail, soit à la mairie des communes. Donc on va lui indiquer qu'il peut trouver la liste des salariés habilités à l'accompagner en mairie, la mairie dont il dépend, avec l'adresse de la mairie. Je sais bien, même s'il est censé connaître l'adresse de sa mairie, eh bien, il faut le mettre sur le courrier. Sinon, il peut dire que l'information n'était pas complète. On lui indique aussi que la liste peut être trouvée auprès de l'inspection du travail, auprès de la direction du travail. Alors, c'est plus la directe, c'est la DRETS maintenant, ou la DDETS, selon si on est au niveau du département ou au niveau régional. On lui indique que s'il souhaite se faire assister, qu'il veuille bien prévenir l'entreprise qu'elle puisse se faire elle-même assister, car si le salarié ne se fait pas assister, l'entreprise n'a pas le droit de se faire assister. Et surtout, l'adresse exacte et même le bureau, dans le bureau de monsieur le directeur, voilà, ou de madame la directrice, l'heure précise et de préciser
les personnes qui seront présentes. Alors pendant l'entretien, déroulement de l'entretien, bien évidemment, on reprend les faits reprochés, on donne un droit de réponse au salarié, bien évidemment. C'est l'objet de l'entretien. Le salarié, il peut avoir une très bonne raison pour agir comme il l'a fait, et ça pourrait arrêter la procédure. Pourquoi pas? Et ça s'est déjà vu. Une fois, bon, là, on va dire que l'entretien n'a mené à rien de constructif, donc l'intention de licencier est maintenue. À ce moment-là, la lettre de licenciement doit être envoyée au salarié dans les 48 heures. Donc, dans les 48 heures. Et donc, cette lettre de licenciement doit comporter plusieurs mentions. La première, on va mentionner les faits. On va mentionner l'entretien. Cet entretien, on va remarquer la date et heure. On va remarquer en présence de les participants. On va faire un résumé succinct du contenu. À l'issue de cet entretien, aucun accord n'a été trouvé par les parties, donc nous sommes dans l'obligation de nous licencier. Selon le cas, on va expliquer les modalités du licenciement, on va préciser la durée du préavis, la date de début du préavis, et bien évidemment, la date de fin de contrat. Si le salarié est dispensé de faire le préavis, c'est bien de le marquer là. Au moins, il y a une trace écrite, il n'y a pas de recours possible. Alors attention, hein, si l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis, eh bien le préavis est dû quand même. Hein. L'employeur paye quand même le préavis au salarié. Quand le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il attend quand même la date de fin de contrat pour venir chercher ses documents de sortie. L'entreprise ne pourra pas émettre les documents de sortie avant la fin du contrat. Donc si le contrat, il y a un préavis de 2 mois, eh bien le salarié pendant 2 mois, il reste à la maison ou il cherche du travail. Il est tout à fait en droit de chercher du travail et de trouver un autre emploi. Il en a parfaitement le droit. Par contre, si les documents Pôle emploi et dernier bulletin de salaire avec le paiement des congés payés, avec le solde de tout compte, il pourra récupérer ça seulement une fois que le contrat sera terminé. Et, c'est important aussi, si l'employeur souhaite dispenser le salarié de faire son préavis, il n'a pas le droit de le compenser sur les congés payés. Par contre, si le salarié demande à ne pas effectuer son préavis, l'employeur peut accepter de basculer les congés payés dessus, si c'est à la demande du salarié. Je ne vous cache pas qu'il vaut mieux que le salarié fasse sa demande par écrit. Si le salarié vient et fait ce genre de demande, bien sûr, ça va arranger l'employeur, parce que ça va y revenir moins cher. Mais il vaut mieux demander à ce que le salarié fasse une demande écrite et, si possible, motivée. Ils disent « je voudrais prendre mes congés parce que je voudrais partir ». Voilà, ils motivent. Pour pas que, une fois de retour de congé, le salarié aille devant les prud'hommes et demande le paiement de ses congés ou le paiement du préavis. Bien évidemment, hein, le salarié licencié comme ça, ben, il a droit au Pôle emploi. Le licenciement pour inaptitude. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'inaptitude. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'inaptitude. Ces changements sont essentiellement dus à la numérisation de la paye, de mon avis, pour avoir été en fonction pendant la mise en place de la DSN. En 2016, où sur l'inaptitude du salarié, le préavis était payé mais non réalisé. Et bien tout ça, sur la DSN, on ne pouvait pas le faire passer. On était obligé de gruger, de bricoler la feuille pour que, au niveau du plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire que du coup, sur le dernier bulletin, avant la DSN, sur le dernier bulletin, on comptait le préavis, on mettait tout, c'est-à-dire que si le salarié était licencié en août, eh bien, s'il avait 2 mois de préavis dont il était dispensé, on le sortait en août, on lui payait ses 2 mois de préavis sur la paye d'août. Ça fait que sur le mois d'août, il avait 3 mois de payer.
En fait, on multiplie trop le plafond de la sécurité sociale pour que ça passe au niveau des tranches. Ça, maintenant, avec la DSL, on ne peut plus se le permettre. Alors certes, on bricolait, hein. C'est vrai que dans le bon sens veut que, ok, eh bien, il sort, il est licencié au mois d'août, il a son préavis jusque fin octobre, eh bien, il attend fin octobre pour avoir ses papiers. Avant, c'était pas comme ça, on le sortait avant. Là, on ne peut plus. Pour l'inaptitude du salarié, ça devenait compliqué, parce que si on n'a pas trouvé à le reclasser, le salarié est censé être licencié dans le mois qui suit la lettre d'inaptitude fournie par le médecin du travail. Et là, quand on a un préavis à compter, ça devient compliqué. Et le texte disait que le salarié licencié pour inaptitude avait droit à son préavis. Et on était embêtés. Maintenant, ils ont réglé la question. Le salarié licencié pour inaptitude. Alors, si c'est une aptitude d'origine non professionnelle, on ne va pas parler de l'inaptitude technique, hein. C'est l'inaptitude physique. Donc, si c'est dû à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié, à la date où ça s'arrête, il a son indemnité de licenciement, il a ses congés, basta. Pas de préavis. Alors avant, quand le salarié était licencié pour inaptitude due à une maladie professionnelle, tout simplement, on lui doublait son préavis. Mais l'indemnité de licenciement restait la même. Le législateur a modifié ça. Il n'y a plus de préavis. Pour différencier le licenciement pour inaptitude pour maladie professionnelle d'une maladie non professionnelle ou d'accident de travail, d'accident non professionnel, eh bien tout simplement, on va doubler l'indemnité de licenciement. Et là, c'est pas la même, hein. Contre 2 mois de préavis, doublé, ça fait 4 mois, ça faisait 4 mois de salaire. Un salarié qui est là depuis 25 ans, l'addition, elle est salée, hein. Mais c'est comme ça. Donc, le salarié qui est en aptitude suite à un accident de travail verra son indemnité de licenciement doublée. Donc ça, c'est intéressant pour le salarié. Ça l'est moins pour l'entreprise. Mais en même temps, je dirais que pour les entreprises qui ne respectent pas la sécurité au travail, c'est une petite grosse épée de Damoclès. Ça va peut-être encourager les entreprises à appliquer la prévention. Comment se passe la procédure? Le salarié, que ce soit l'un ou l'autre, hein, c'est pareil, le salarié est à la maison, il est en inaptitude, il ne peut pas travailler. Il est en maladie ou il est en arrêt de travail. La visite de contrôle médical de la médecine du travail qui va aboutir au classement de l'inaptitude, c'est le salarié qui prend l'initiative de dire à son employeur « je voudrais reprendre le travail » ou « je voudrais faire une inaptitude ». Prenez rendez-vous avec la médecine du travail. Il peut même prendre le rendez-vous lui-même à la médecine du travail. Mais ce n'est certainement pas l'employeur qui va prendre rendez-vous à la médecine du travail pour le salarié alors qu'il est en arrêt. C'est pas possible. C'est pas légal. Il y a beaucoup de salariés qui se sont fait piéger à ça. Dès lors que le médecin a décrété l'inaptitude du salarié, la feuille parvient très rapidement à l'employeur. Ça se passe dans la journée. Hein. Maintenant, avec les mails, l'employeur reçoit le mail de suite. Branle-bas de combat. Il faut soit reclasser le salarié, soit le licencier. Maintenant, alors il y a eu beaucoup de pourparlers. Maintenant, les médecins ont tendance à mettre inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Comme ça affranchit l'entreprise de rechercher un reclassement. Or, il y a des grandes entreprises qui pourraient, mais ça leur appartient. Et du coup, le salarié licencié, et on oublie quelque chose. On oublie la formation. On oublie le reclassement par la formation, effectivement. Le salarié en inaptitude a la possibilité de suivre des formations de reclassement. Il fait toujours partie de l'entreprise. Il part en formation, c'est financé par l'OPCO.
Il a toutes les aides, il a AGFIP qui va l'aider à aménager au niveau du mobilier, etc. Le salarié a tous les financements qu'il peut souhaiter pour se réorienter et pour se reclasser. Or, ça, c'est assez méconnu, voire ignoré par des chefs d'entreprise qui le savent, mais qui ne veulent pas s'en occuper. Donc, ils disent rien aux salariés. Le salarié se laisse licencier pour une aptitude, pensant qu'il va pouvoir se reclasser après. Et quand il veut faire la formation de reclassement, eh bien, il n'y a plus droit. Il n'y a plus droit parce qu'il ne fait plus partie de l'entreprise. Alors là, il faut être très prudent. Enfin, très prudent. Si on veut rester dans la bienveillance, l'employeur doit informer son salarié que de par sa situation d'inaptitude professionnelle au poste que peut lui proposer l'entreprise, on peut chercher quelle formation il pourrait faire pour se reclasser. Et à ce moment-là, on fait la demande de prise en charge à l'hôpital, on cherche un centre de formation et le salarié peut entrer en formation. Alors effectivement, il fait toujours partie de l'effectif de l'entreprise, mais il va sortir de l'effectif de l'entreprise dès lors qu'il a fini sa formation. Ce dispositif, on peut le trouver auprès de Transition Pro. Dans chaque département, il y a un établissement qui a été désigné Transition Pro. N'importe quel salarié peut appeler un conseiller Transition Pro, lui expliquer son problème, lui expliquer son objectif. Et le conseiller Transition Pro est là pour ça. Il en sait plus que moi sur la question. Et il va savoir dire au salarié, selon sa situation, selon ce qu'il fait, il va savoir lui dire, l'orienter et lui proposer des choses. Et là, vont commencer à rentrer dans la danse les différentes informations trouvées. Alors, bien évidemment, tout ça, ça doit être fait en 1 mois. Parce que si le salarié ne trouve pas chaussure à son pied, s'il ne trouve pas de projet de reclassement qui lui convienne dans le mois, l'employeur ne va pas prendre de risque. S'il n'y a rien de signé dans le mois avec un centre de formation ou autre, il ne va pas prendre le risque de garder le salarié. La formation, elle doit commencer pip-pop, de suite. Parce qu'il a 1 mois pour licencier. Donc voilà. Mais déjà, au moins, que ça soit pris en compte. Que tout le monde ait à l'esprit qu'il y a le dispositif Transition Pro qui peut aider les salariés qui sont dans cette situation-là et aussi leurs employeurs. Et c'est bien pour un employeur, un salarié qui a 20 ans de boîte, se retrouve dans l'incapacité de venir travailler, eh bien, de ne pas le licencier comme un fétu de paille, je dirais. Alors, je récapitule. Inaptitude, 1 mois. Là, on n'a rien trouvé. Le salarié est licencié au bout d'1 mois. Ça peut être moins qu'1 mois. Hein. On est averti du licenciement. On va convoquer le salarié à un entretien préalable. On va envoyer la lettre recommandée au salarié ou la lui remettre en main propre 5 jours avant l'entretien, comme pour le licenciement simple. On va lui préciser qui pourra être là. On va lui suggérer de se faire accompagner. Et c'est là qu'on peut proposer au salarié les différentes alternatives. Soit on lui propose, on peut lui proposer aussi un reclassement. Si le salarié, c'est un mécanicien qui ne peut plus passer sous les voitures, mais qu'on aurait besoin de lui en magasin, par exemple, ou à la facturation, parce qu'il connaît le métier et il n'ira pas poser des questions sur la biellette machin qu'on a changé dans le moteur truc. Parce qu'il sait très bien, il est mécano, il sait très bien ce que c'est, lui. Donc, il y a peut-être moyen de le reclasser. Hein, comme ça, j'ai accompagné un garagiste qui devait reclasser son salarié. Enfin, son salarié était inapte, il avait des hernies discales, il ne pouvait plus travailler sur les moteurs. Mais par contre, la personne qui était à l'administratif était saturée, elle n'y arrivait plus. Et il voulait lui embaucher une secrétaire. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous embauchez une secrétaire? Vous avez un salarié qui va tomber en inaptitude. Proposez-lui le poste. Et c'est ce qui s'est passé. Le salarié a accepté. Parce que comme ça, le salarié est resté baigné encore dans son milieu de la mécanique. Il avait encore la capacité à pouvoir se rendre utile. Il n'était pas devenu inutile, puisque son expérience pouvait servir dans le choix des fournisseurs. Et quand il voyait arriver une pièce, quand on livrait une pièce, s'il n'y avait pas le mécano, il était capable de reconnaître la pièce et de savoir si c'était la bonne ou pas.
Donc, il était utile. Et ça, c'est important. Si à l'issue de l'entretien, on ne tombe pas d'accord, eh bien, à ce moment-là, on va dire, ok, monsieur, nous allons être dans l'obligation de vous licencier. 48 heures après, on envoie la lettre de licenciement, mais là, il n'y a pas de préavis. Donc, le salarié est licencié le jour de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement au domicile du salarié. La rupture conventionnelle, elle est classée comme un licenciement au regard du Pôle emploi et au regard de la loi. La rupture conventionnelle, c'est aussi la consécration de l'absence de consentement mutuel. On n'est plus d'accord pour travailler ensemble. Donc, on va rompre le contrat d'un commun accord. Le premier propose au deuxième, le deuxième accepte. Il n'y a pas besoin de formalisme là-dessus. Ça peut être fait au comptoir du café, ça peut être dans le hall d'entrée, on croise. Oh, au fait, je voudrais te proposer, enfin le salarié, hein, il peut choper le patron, dire moi je voudrais une rupture conventionnelle, ou demander un rendez-vous dans le bureau, etc. Mais il n'y a pas besoin de formalisme. Ce n'est pas obligé. Les convenances font que certains le font, mais ce n'est pas obligatoire. Dès lors qu'on tombe d'accord, on se fait une petite réunion qui peut être très informelle. Alors bien évidemment, si on fait un entretien préalable, il va falloir respecter le formalisme de l'entretien préalable. C'est-à-dire, 5 jours avant, on convoque le salarié à l'entretien préalable et c'est à l'occasion de l'entretien qu'on lui propose la rupture conventionnelle. À ce moment-là, le CERFA est déjà prêt. Le salarié, il sait ce qu'il signe, le consentement éclairé. Donc, il va voir combien il va toucher en indemnité de fin de contrat. Dès lors que le CERFA est signé, on a 15 jours de délai de rétractation. L'entreprise conserve le document. Et chacune des parties peut changer d'avis pendant cette période-là. Si au bout de 15 jours, alors c'est 15 jours francs, 15 jours calendaire francs, c'est-à-dire que si le 15 jours commence là, si le contrat est signé un lundi à midi, les 15 jours francs vont se terminer. Lundi, ça fait à midi, ça fait 14. Mardi à midi, ça fait 15. Donc, on va pouvoir poster le courrier le mercredi, le 16e jour. Attention, on attend bien le 16e jour pour poster. C'est le cachet de la poste qui fait froid. Donc, une fois que la convention est signée, on a attendu le délai de rétractation. La personne a changé d'avis. On envoie le CERFA à la directe, à la DRETS maintenant, ou à la DDETS. Je crois que c'est la DRETS. Donc on envoie le CERFA à l'adresse. La directe reçoit ce courrier et là, elle a 15 jours ouvrés pour se prononcer à partir de la date de réception. Donc quand nous, on fait nos décomptes pour la fin de contrat, il faut tenir compte de l'acheminement. Dans le département où on est, on compte 1 jour ou 3 jours. Moi, j'ai toujours compté 3 jours. Hein. La procédure, elle fait 1 mois et demi. C'est bien simple. Entre les 15 jours de délai de rétractation, les délais d'acheminement, les 15 jours ouvrés de la directe, de l'adresse, pardon. Attention aux jours fériés, attention au week-end. On va compter bien 3 semaines. Et là, on va choisir 3 semaines, on va rajouter 1 jour ou 2 par prudence. Parce que si on n'est pas dans les clous pour les dates, l'adresse peut retoquer la rupture conventionnelle et on y retourne case départ. Sur le CERFA, on calcule l'indemnité de licenciement. L'indemnité de sortie, c'est comme une indemnité de licenciement normale. Hein. L'indemnité de fin de contrat, c'est pareil. Hein. On a les mêmes modes de calcul. Donc ce mode de calcul, on va le détailler dans une zone où il y a marqué annotation, information complémentaire à transmettre à la directe, à l'adresse. Et là, on va marquer notre formule de calcul. Parce que parfois, par le truchement des arrondis de période, et parce que par rapport à la date de début, date de fin, on n'a pas la date exacte, on a le mois global. Donc, voilà, il vaut mieux, une fois qu'on a fait nos calculs,
Le majorer, mais pas le majorer d'1 ou 2 euros. Hein. On le majore à 50 euros près, voire à 100 euros près. Au moins, on est tranquille. Parce que si la directe, dans son calcul, tombe sur un montant qui est supérieur au nôtre, la procédure est retoquée. Ça aussi, c'est embêtant. Parce que ça fait durer le plaisir. Dès lors que la DRETS a validé la procédure, elle envoie un courrier à l'employeur en lui disant que la procédure est acceptée et que le salarié peut être licencié à partir de telle date. Et elle met une date. Et même si on avait prévu une date 2 semaines plus tard, si on veut, on peut faire terminer le contrat à la date préconisée par la DRETS. On peut aussi attendre les 15 jours comme c'était prévu. Il y a peut-être du travail à attendre, des contrats, etc. Peu importe. On a le choix. La démission. Le salarié souhaite démissionner, il fait une lettre à son employeur et démissionne. L'employeur peut refuser la démission, mais ça n'aura pas un grand effet. Hein. Si le salarié ne veut plus venir travailler, il ne viendra plus travailler, il a démissionné. Voilà. Le salarié perd ses droits à l'indemnité de rupture de contrat, bien évidemment. Il a l'obligation normalement de faire son préavis. S'il demande la dispense de préavis, le mieux, c'est de demander à ce qu'il l'écrive dans sa lettre de démission. Ils disent « je souhaite démissionner et je souhaite ne pas effectuer mon préavis ». Et comme ça, l'employeur est dispensé de le payer, le préavis. Si c'est l'employeur qui dit « oh ben, tu ne fais pas le préavis », eh bien, ce préavis, il va falloir le payer. Note importante, donc bien évidemment, le salarié perd l'indemnité de licenciement, mais par contre, il garde toujours ses congés payés. Il perd aussi la portabilité de la mutuelle s'il démissionne. La portabilité de la mutuelle, c'est pour les salariés qui ont un droit au Pôle emploi. Seuls les salariés licenciés, à moins qu'on fasse une démission pour suivre le conjoint qui est muté, ça c'est une démission particulière. Il y a une autre démission particulière, il y a celle qu'on va faire requalifier en licenciement. Ça s'appelle une démission au tort exclusif de l'employeur. Il n'y a pas beaucoup de salariés qui la connaissent celle-là. Admettons que l'employeur s'assied sur le règlement. Et donc, il ne paye pas les heures supplémentaires, la grille conventionnelle n'est pas respectée, le harcèlement, voilà. À ce moment-là, le salarié qui a des éléments probants, parce qu'il faut avoir les éléments probants quand même, hein, il va démissionner. Et puis après, il va aller voir le prud'homme. Il a dit, voilà, moi j'ai démissionné, mais c'est la faute de l'employeur, parce qu'il y a eu ça, 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 ça et ça. Et à ce moment-là, le conseil du prud'homme va requalifier la démission en licenciement, et comme il n'y aura pas eu de procédure de licenciement, ce sera licenciement nul. Le licenciement nul, s'il n'y a pas eu de procédure, il n'y a pas de grille Macron qui tienne. La seule obligation que peut avoir le juge, c'est de compter comme préjudice 6 mois de salaire, sans limite. Alors bien évidemment, hein, le juge ne va toujours accorder que ce que le salarié demande. S'il plaît au salarié de demander 2 ans de salaire, parce qu'il peut dire, ben voilà, moi ça fait longtemps que je suis dans cette entreprise, je me suis formé sur le tas, j'ai pas de diplôme, je retrouverai pas du travail si facilement, je suis âgé, je suis ci, je suis là. Il peut changer la mule, hein, le salarié. Il verra bien ce que le juge lui attribuera. Mais si le salarié ne le demande pas, le juge ne l'attribue pas. La fin de contrat à durée déterminée. C'est un CDD, il se termine, fin de contrat, on a décidé de ne pas donner suite. On va verser au salarié ses congés payés, on va verser au salarié l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 10% de la totalité des sommes perçues. Particularité du CDD, c'est que s'il y a un couac et que le CDD est requalifié en CDI, eh bien on aura là aussi un licenciement nul. Parce que comme c'est la fin d'un CDD, il n'y a pas de procédure de licenciement. Pas de procédure, pas de licenciement. Certaines entreprises ont l'indélicatesse de faire croire aux salariés qu'on va lui proposer un CDI. Le salarié, mais on fait ça au dernier moment. Et le salarié va dire, ben non, j'ai déjà trouvé autre chose. Et là, mais on t'a proposé un CDI, tu l'as pas voulu. J'ai signé là. Et comme ça, on s'affranchit de l'indemnité de fin de contrat. À ce moment-là, si on est le salarié, on va demander à l'entreprise un engagement écrit. Il est coincé, l'employeur, s'il n'avait pas l'intention de faire le CDI. Là, c'est là que j'attire votre attention et je vous conseille la prudence. Le licenciement pour faute. Un salarié qui commet des fautes qui sont préjudiciables à l'entreprise,
peut être licencié. Si ces fautes, en plus, sont consignées dans le règlement intérieur, avec assorti en face sanction, licenciement, fastoche. Ça, c'est la faute grave. La faute grave entraîne l'absence de préavis et l'absence d'indemnité de licenciement. La seule chose que garde le salarié, c'est ses congés payés. Et ça, c'est tout récent. C'est le Conseil constitutionnel qui a décrété que les congés appartenaient aux salariés, qu'on ne pouvait pas les leur enlever. C'est en 2019. Avant 2019, on pouvait encore enlever les congés payés à un salarié. Nous, personnellement, au cabinet, on ne le faisait pas. Parce qu'on considérait que c'était un acquis du salarié, donc le salarié, il avait ses congés payés. La procédure de licenciement, c'est la même que le licenciement simple. 5 jours ouvrés avant, on a la convocation, on fait l'entretien préalable, on établit l'objet de la réunion, ce qui est reproché au salarié. On est dans le même fonctionnement. C'est la procédure de licenciement. On décide de le licencier. Dans les 48 heures qui suivent l'entretien, la lettre recommandée part et le salarié est licencié le jour de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile. Alors, c'est pas la peine de faire l'autruche et de ne pas aller chercher les recommandés, ça ne change rien. Qu'est-ce qui fait la différence entre la faute grave et la faute lourde? Eh bien, c'est tout simplement l'aspect pénal. La faute lourde va donner la possibilité à l'employeur de porter plainte contre son salarié. Sinon, il ne peut pas. On considère que chaque chose que fait le salarié est fait sous les ordres de l'entreprise, donc on ne peut pas le faire passer au pénal, sauf s'il a mis de l'argent dans sa poche, ça c'est autre chose, s'il a fraudé. Mais si le salarié fraude pour son propre intérêt, oui, il peut être mis au pénal. Mais si le salarié fraude dans l'intérêt de l'entreprise, il ne peut pas être mis au pénal. C'est l'entreprise qui sera mise au pénal. Par contre, là, dans une faute lourde, où le salarié peut, par exemple, avoir bastonné un de ses collègues, menacer le chef d'entreprise de le tuer ou de tenter de le tuer. J'en connais un qui a fracassé un camion. Il a pris une baramine et il a tout cassé, toutes les vitres du camion, il a tout cassé. Là, c'était une faute lourde. Ce qui a permis à l'employeur de se retourner contre le salarié et réclamer réparation du préjudice sur le fait de casser le camion. On fait la distinction entre le salarié qui a bu un coup et qui s'est endormi au volant, il est parti dans le décor, il a cassé le camion. Là, ça va être une faute grave. Et celui qui a pris la baramine et qui a cassé le camion. Là, il y a la notion d'intention quand même. L'intention de casser. Donc à ce compte-là, l'entreprise fait un licenciement pour faute grave. Et avec les éléments probants, ils vont voir le conseil des prud'hommes et dire voilà, ce salarié est licencié pour faute grave. On souhaite requalifier le licenciement en faute lourde. Et là, au vu des éléments probants, le conseil des prud'hommes va dire oui ou non, c'est une faute lourde. Et si le conseil des prud'hommes approuve la faute lourde, à ce moment-là, l'employeur va pouvoir faire un licenciement pour faute lourde. La seule différence avec la faute grave, c'est qu'il va pouvoir aller porter plainte au pénal contre son salarié. Donc en même temps, ça coupe l'herbe sous le pied au salarié s'il voulait aller au prud'homme après, parce que le prud'homme est déjà au courant de l'histoire. Les documents qu'on doit remettre au salarié à la fin de son contrat, le dernier bulletin de salaire, avec bien évidemment le reçu pour solde de tout compte, qui normalement doit faire apparaître le même montant que le bulletin de salaire. Sinon, il y a une erreur. Le certificat de travail, l'attestation pour l'emploi et, s'il y a lieu, la demande de portabilité de la mutuelle. Nous en avons fini. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.